Le mendiant invité par le milliardaire à partager la table du manoir. Imaginez la scène, une immense table, recouverte d'une nappe blanche impeccable, illuminée par des lustres en cristal, qui projetaient des reflets dorés sur les murs. À chaque couvert, verres étincelants, assiettes en porcelaine rare et couverts en argent brillaient comme des joyaux. Autour de la table, les invités étaient vêtus des plus belles tenues, hommes en costume sur mesure, femmes en robe dont le prix excédait celui des années de travail de la plupart des gens. L'atmosphère était au pouvoir, à la richesse et à l'ostentation. Mais soudain, une silhouette perturba ce décor parfait. Un homme simple, vêtu de vêtements usés par le temps, mal rasé, les mains marquées par le froid de la rue. Un mendiant. Et non, il n'était pas là par erreur. Il était invité. Le milliardaire lui-même, l'hôte de la soirée, lui avait demandé de s'asseoir à côté de lui, en bout de table. Et là, je veux vous impliquer directement. Si vous étiez dans cette pièce, face à cette scène, quelle serait votre première réaction? Écrivez-nous honnêtement dans les commentaires. Seriez-vous surpris, indigné ou émouvant? J'adorerais lire vos réponses. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la, car ce n'est que le premier rebondissement d'une histoire qui vous touchera profondément. Maintenant, prenez une grande inspiration et imaginez leurs expressions. Certains étaient stupéfaits, d'autres de pur mépris. Certains tentaient de dissimuler leur curiosité. Les invités chuchotaient entre eux comme si sa présence était une erreur, une faille dans le spectacle de la soirée. Mais pour le milliardaire, il n'y avait pas d'erreur. Il souriait naturellement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Partager sa table avec quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé y voir. Le contraste était si intense qu'il ressemblait presque à un tableau vivant, une scène conçue pour briser toutes les attentes. C'est le genre de moment qui met notre esprit à l'épreuve, car la psychologie humaine fonctionne avec des schémas. Nous nous attendons à ce qu'un millionnaire, ou plutôt un milliardaire, ne s'entoure que de personnes comme lui, de la même classe sociale, de la même sphère de pouvoir. Et lorsque ce schéma est brisé, le cerveau se met en alerte. La surprise génère de la dopamine, éveille l'attention et capte notre attention. Impossible de l'ignorer. C'est le pouvoir des attentes brisées en action. Le mendiant, assis là, ne savait où poser ses mains. Ses doigts, calleux à force de porter des sacs et de mendier au coin des rues, reposaient maintenant sur une table dont chaque détail valait plus cher que ce qu'il avait jamais rêvé de posséder. Son regard errait sur les verres, les assiettes, l'éclat métallique des couverts, comme s'il était plongé dans un rêve impossible. Son cœur battait fort, un mélange de peur et de gratitude, de honte et de fierté. En même temps, impossible de ne pas remarquer la posture droite du milliardaire à ses côtés, comme s'il voulait dire au monde entier « Il mérite d'être ici autant que n'importe lequel d'entre vous ». C'est ici que l'histoire commence à toucher profondément le spectateur, car il ne s'agit pas seulement de richesse matérielle, mais de quelque chose de bien plus grand, la dignité. La dignité de quelqu'un oublié par la société, ignoré par des milliers de regards chaque jour, mais qui, cette nuit-là, a reçu l'invitation la plus improbable au monde. Et ce n'était pas n'importe quelle invitation. C'était un geste qui révélait une vérité dérangeante. La valeur humaine ne se mesure ni aux vêtements que l'on porte, ni à l'endroit où l'on dort. Pendant ce temps, les murmures s'intensifiaient. L'une des invitées, son collier de diamants scintillant à la lumière, porta la main à sa bouche, incrédule. Un puissant homme d'affaires serrait son verre, le regard plein de désapprobation. C'était comme si chacun était mis au défi de se regarder dans un miroir inconfortable, la différence entre leurs propres masques sociaux et la réalité nue d'un homme qui n'avait jamais rien possédé, mais qui partageait désormais leur espace. Le milliardaire, cependant, est resté calme. Il n'avait pas besoin de se justifier. Son regard était fixé sur l'invité spécial, et un message silencieux résonnait « Tu comptes ». Ce geste simple mais significatif a pu briser des années de préjugés, briser les couches d'invisibilité que la société avait placées sur cet homme. Et c'est peut-être pour cela que cette scène nous captive tant, car au fond, nous voulons tous croire qu'il existe quelqu'un capable de voir au-delà des apparences, au-delà des masques, au-delà de ce que l'argent peut acheter. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que ressentiriez-vous si vous étiez à la place du mendiant, assis à cette table, entouré de luxe, mais conscient que beaucoup vous considèrent comme un intrus? Écrivez le mot « appartenance » dans les commentaires si vous pensez que ce geste montre que nous méritons tous, d'une manière ou d'une autre,
d'être vu, respecté et valorisé. Je veux voir qui est vraiment touché par ce message. C'est là toute la force de cette histoire. Il ne s'agit pas seulement d'un dîner, mais d'une rupture symbolique qui ébranle nos certitudes. Car chaque détail, le lustre qui brille au-dessus de nos têtes, les yeux écarquillés des invités, le silence gêné qui règne, nous invite à réfléchir à l'essentiel. Et peu importe que l'on soit un mendiant ou un milliardaire, nous aspirons tous à la même reconnaissance, au même sentiment d'exister véritablement. Et c'est précisément pourquoi cette invitation devient le point de départ d'un voyage plus long. Un voyage qui va au-delà du choc initial, plongeant plus profondément dans les raisons, les secrets et les émotions qui se cachent derrière cette scène digne d'un film. Qui était cet homme capable de briser toutes les attentes en invitant un sans-abri à partager sa table? Jusque-là, le milliardaire n'était pas seulement connu, il était quasiment une légende vivante. Son nom apparaissait sur les couvertures de magazines, dans les journaux, dans des documentaires sur les affaires et le leadership. Pour beaucoup, il était l'image même de la victoire, l'exemple parfait de celui qui est né pour être au sommet. Manoir, voitures rares, voyages autour du monde, dîners exclusifs. Tout en lui respirait le pouvoir. Et pourtant, par ce simple geste, il montrait qu'il y avait quelque chose de plus caché sous la surface brillante de sa vie. Il est important de comprendre ses origines, car le contraste ne résidait pas seulement dans la scène de ce soir-là, mais dans sa propre vie. Fils d'immigrés, il a grandi dans un quartier modeste, où le mot « luxe » n'était qu'une idée lointaine. Enfant, il travaillait pour aider à la maison, vendeur de journaux, porteur de cartons sur les marchés, petit boulot pour de l'argent. Aucun privilège ne s'est présenté sur son chemin, seulement l'effort, la sueur et la détermination silencieuse de quelqu'un qui savait qu'il voulait plus. Au fil du temps, cette soif de croissance s'est transformée en stratégie. Encore jeune, il s'est plongé dans le monde des affaires, affrontant faillite, trahison et porte close. Il y a eu des nuits où il dormait à même le sol de bureau vide, faute de pouvoir payer son loyer, mais il n'a jamais abandonné. Ce chemin de résilience a forgé son caractère et lui a donné un regard différent sur les autres. C'est peut-être pour cela que des années plus tard, malgré la richesse, il n'a jamais oublié ses origines. Et ceci nous amène au point le plus fascinant. Bien qu'il fût perçu comme un homme inaccessible, il gardait en lui le souvenir vivace de la pénurie. Lorsqu'il regardait un mendiant, il ne voyait pas seulement un visage inconnu dans la rue, il voyait des fragments de ce qu'il aurait pu être si le destin en avait choisi un autre. Cette empathie discrète, rare au milieu du vacarme du pouvoir, était ce qui le distinguait véritablement des autres millionnaires. Ce soir-là, lorsqu'il invita le mendiant à sa table, ce n'était pas la première fois qu'il surprenait le monde. Toute sa vie, il avait pris des décisions contraires à la froide logique des affaires. Il était connu pour effacer des dettes qui auraient pu lui rapporter des millions, pour financer des projets sociaux sans attendre de publicité, pour tendre la main à ceux que tout le monde considérait comme invisibles. Mais contrairement à ses beaux discours et à ses façades, il le faisait en silence, loin des caméras, comme s'il savait que la vraie richesse n'a pas besoin d'être affichée. Mais ne vous y trompez pas, il n'était pas un saint. Il était dur en affaires, stratège et souvent impitoyable avec ses concurrents. Il connaissait la valeur de l'argent, du pouvoir et de l'influence. Et c'est précisément pour cette raison que chaque geste inattendu avait un impact encore plus grand. Car ceux qui le connaissaient le savaient. S'il faisait quelque chose d'extraordinaire, c'était pour une raison plus profonde. La psychologie l'explique bien. Lorsqu'une personnalité publique que l'on considère comme impénétrable fait preuve d'humanité, l'effet est dévastateur sur le cerveau. C'est une rupture dans un schéma cognitif. On s'attend à de l'arrogance, mais on perçoit de la compassion. On s'attend à de la distance, mais on trouve de la proximité. Et c'est cette contradiction qui maintient les gens captivés par l'histoire, incapables de détourner le regard. Imaginez maintenant les invités ce soir-là. Pour eux, le milliardaire était le symbole suprême du statut social. S'asseoir à sa table était déjà un privilège rare, presque un honneur. Et soudain, ce même homme, qui aurait pu avoir n'importe quelle personnalité influente à ses côtés, choisit de s'asseoir à côté de quelqu'un qui, quelques heures plus tôt encore, dormait dans le froid des rues. Le choc ne résidait pas seulement dans la présence du mendiant, mais dans la décision de celui qui l'avait amené là. Le regard du milliardaire était ferme, mais serein. Il n'avait pas besoin de longues explications ni de justifications publiques. Son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Et pour ceux qui l'observaient, impossible de ne pas ressentir un malaise grandissant,
Ce geste révélait-il une leçon que chacun devait apprendre? Le contraste était si intense qu'il en était presque poétique. D'un côté, le tintement des verres de cristal sous la lumière fluorescente, le reflet des pierres précieuses dans les mains d'invités influents. De l'autre, la présence d'un homme qui ne possédait que son histoire, ses cicatrices, son humanité. Et au centre de tout cela, le milliardaire, tel un maestro invisible, dirigeant cet orchestre d'émotions contradictoires. Et c'est là que notre public commence véritablement à se connecter, car au fond, chacun porte en lui cette question. Dans quelle mesure le succès peut-il nous éloigner de nos racines? Dans quelle mesure l'argent peut-il étouffer la compassion? Et dans quelle mesure le pouvoir peut-il servir non pas à écraser, mais à élever quelqu'un? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse simple, mais qui rendent impossible de les éteindre ou de les arrêter. Dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que quelqu'un, après avoir tout accompli, soit encore capable de regarder en arrière et de tendre la main à ceux qui n'ont rien? Écrivez le mot « essayez » si vous pensez que cette scène montre que la vraie richesse réside dans le fait de se souvenir d'où l'on vient. Et c'est précisément grâce à cette alliance de grandeur et de simplicité que le milliardaire est devenu le centre du récit. Il n'était pas un simple riche. Il choisissait de temps à autre de surprendre le monde par des décisions défiant toute logique. Des décisions qui révélaient non seulement ce qu'il possédait, mais aussi qui il était. Ce soir-là, le contraste social n'était pas seulement visible pour les invités. Il imprégnait l'air, imprégnait chaque détail de la scène, comme s'il était impossible d'ignorer la distance entre deux mondes qui, jusque-là, semblaient destinés à ne jamais se toucher. D'un côté, la splendeur de la demeure du milliardaire, des murs couverts d'œuvres d'art valant des millions, des lustres tels des joyaux suspendus dans les airs, de longs couloirs où chaque pas résonnait comme un rappel du pouvoir. De l'autre, assis à la table, se trouvait un homme habitué aux trottoirs froids, aux bancs inconfortables des parcs et aux nuits de faim et d'oubli. La rencontre de ces deux mondes, à cette table, provoqua un choc visuel et émotionnel si intense qu'il était impossible de ne pas être ébranlé. Tandis que les invités ajustaient à leur couvert, le mendiant se souvint de la fourchette en plastique jetable qu'il avait si souvent utilisée dans les soupes populaires, tandis que les dames arboraient des colliers de diamants qui reflétaient la lumière tels de minuscules soleils, lui portaient les marques d'un rhume qu'aucune fine couverture ne pouvait protéger. Tandis que les hommes en cravate discutaient d'investissements de plusieurs millions de dollars, ses yeux se souvenaient de pièces jetées à la hâte dans un gobelet en carton. Ce contraste est ce que la psychologie appelle dissonance cognitive. Quand quelque chose qui ne devrait pas coexister apparaît devant nous, notre esprit court-circuite. Et c'est pourquoi cette scène est si captivante. Elle force chacun à affronter ce qu'il préférerait éviter. Soudain, il n'y avait plus de doute. Richesse et pauvreté, luxe et misère, pouvoir et vulnérabilité se côtoyaient à la même table, partageant le même pain. Le mendiant regarda autour de lui, et tout lui semblait comme sur une autre planète. L'éclat du cristal était presque dur pour quelqu'un habitué au gris du béton. Le parfum onctueux qui emplissait l'air était étrange, différent de l'odeur de la rue, un mélange de fumée et de poussière. La douceur du fauteuil rembourré contrastait avec la dureté des trottoirs où il était allongé. Chaque détail criait la différence entre ce qu'il avait toujours vécu et ce qu'il vivait à cet instant. Et pourtant, dans ce contraste, il y avait de la beauté, car sa vulnérabilité révélait la fragilité de tous. Les invités, aussi riches et puissants fussent-ils, étaient mal à l'aise, non pas parce qu'il était indigne, mais parce qu'il révélait ce qu'il cherchait à cacher. La valeur humaine ne se mesure pas en dollars. C'était comme si sa présence arrachait des masques invisibles, forçant chacun à se regarder dans le miroir de sa propre hypocrisie. Le milliardaire, assis à ses côtés, connaissait parfaitement le poids de ce geste. Il connaissait parfaitement les deux mondes. Il avait connu la dureté de la pauvreté dans sa jeunesse et maîtrisait désormais l'éclat de la richesse. C'est peut-être pourquoi, pour lui, ce contraste n'était pas seulement un spectacle, mais un souvenir. Tandis que tous jugeaient, il voyait. Tandis que tous murmuraient, il souriait. Tandis que tous voyèrent la distance, il voyait la proximité. Le plus incroyable, c'est que le contraste ne se limitait pas aux choses matérielles, mais aussi aux détails les plus subtils. Le mendiant, avec son regard ému, exprimait une vérité crue qu'aucun vêtement coûteux ne pouvait reproduire, une gratitude sincère. Et cette gratitude, bien que silencieuse, brillait plus que n'importe quel bijou exposé dans cette pièce. De l'autre côté,
De nombreux invités impeccablement vêtus lançaient des regards critiques, empreints de préjugés et de la peur de perdre l'exclusivité de leur monde, comme si le contraste entre richesse et pauvreté était, en réalité, celui entre l'essence et l'apparence. Et c'est là que je veux vous emmener dans cette scène. Si vous étiez assis à cette table, de quel côté vous sentiriez-vous le plus proche? De celui qui avait tout, mais portait le vide de l'orgueil, ou de celui qui n'avait rien, mais portait dans ses yeux la pureté d'un miracle vécu? Écrivez votre mot dans les commentaires. Vrai, si vous croyez qu'au fond, c'est ce genre de contraste qui révèle qui nous sommes vraiment. La scène se poursuivit, et plus le dîner avançait, plus les détails devenaient clairs. Tandis que les invités trinquaient avec des vins rares, le mendiant tenait son verre avec précaution, presque comme s'il craignait de briser quelque chose d'aussi précieux. Le reflet du liquide rouge semblait symboliser l'ironie de la vie. Là, dans ses mains, se trouvait quelque chose que beaucoup n'auraient jamais imaginé qu'il toucherait. Et chaque gorgée était comme un rappel que, aussi improbable que cela puisse paraître, il se trouvait à cet endroit, à cet instant précis, en train de vivre l'impossible. Le contraste social était également perceptible dans les réactions. Certains détournèrent le regard, comme s'il était plus facile d'ignorer la scène que de l'affronter. D'autres fixèrent le mendiant avec mépris, comme si sa présence était une offense personnelle. Mais il y avait aussi ceux qui, en silence, ressentaient quelque chose de différent. Un malaise qu'ils ne parvenaient pas à nommer, peut-être même une pointe d'envie, car paradoxalement, cet homme sans rien possédait quelque chose qu'ils avaient déjà perdu, l'authenticité. Et le milliardaire resta calme, presque provocateur. Son geste n'était pas seulement de la gentillesse, c'était une protestation silencieuse contre la superficialité. Il savait que l'impact le plus grand résidait précisément dans le contraste, que ce n'était pas la similitude qui transformait, mais la différence radicale. Et ce soir-là, chacun était contraint de voir la différence non pas comme un abîme, mais comme un pont. Ce qui a captivé tout le monde, c'est que cet instant semblait briser les lois tacites de la société. Personne n'aurait imaginé que les extrêmes puissent se toucher à ce point, et encore moins qu'un occupant d'un rang élevé puisse choisir de partager sa table avec un occupant d'un rang inférieur. Chaque seconde de la scène nous rappelait ainsi: rien n'est définitif, rien n'est absolu, rien n'est garanti. Et le contraste ne s'arrêtait pas là. Tandis que les gardes du manoir observèrent la scène avec vigilance, prêts à intervenir au moindre mouvement inattendu, le milliardaire prenait soin de détendre ses épaules, comme pour dire « il est en sécurité ici ». Le poids de l'inégalité, l'espace d'un instant, sembla s'atténuer, car à cette table, il n'y avait ni mendiant ni milliardaire. Il y avait simplement deux hommes partageant le même pain. C'est le genre de contraste qu'on n'oublie jamais, car il ne parle pas seulement d'eux. Il parle de nous, de ce que nous cachons, de ce que nous valorisons, de notre regard sur les autres. C'est le genre de scène qui continue de résonner même après la fin, qui sème un doute tenace. Serions-nous, nous aussi, capables de jouer les milliardaires, ou resterions-nous figés dans les apparences comme tant d'invités ce soir-là? Ainsi, le contraste social devint le carburant du récit. Chaque détail, chaque regard, chaque geste renforçait le fossé et en même temps montrait la possibilité de le franchir. Impossible de quitter cette pièce sans porter en soi le souvenir de cette rencontre improbable, rappel vivant que la richesse et la pauvreté peuvent s'affronter, mais aussi se toucher. Cette rencontre improbable commença bien avant le dîner, bien avant que le lustre de cristal ne scintille au-dessus de nos têtes et que les verres ne tintent comme de discrètes cloches de pouvoir. Pour la comprendre, il faut remonter à cette nuit froide où les chemins du milliardaire et du mendiant se croisèrent. Le contraste était presque poétique, tandis qu'ici, des voitures de luxe défilaient vers des événements mondains ailleurs, au coin des rues sombres. Un homme blotti sous une couverture déchirée luttait pour résister au vent glacial qui lui coupait la peau. Le milliardaire n'arpentait pas habituellement ces rues. Son univers était fait d'avenues illuminées, d'hôtels 5 étoiles et de réunions dans des gratte-ciel de verre. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Peut-être était-ce le destin, peut-être la simple curiosité, peut-être le souvenir désagréable d'une jeunesse marquée par la pénurie. En réalité, il a décidé de s'écarter du chemin habituel et l'espace, d'un instant de s'immerger dans ce côté de la ville que tout le monde évitait. C'est là qu'elle le vit. Le mendiant était assis sur le trottoir, un gobelet en carton à ses côtés, la main tendue en silence. Il ne suppliait pas, ne criait pas, ni ne suppliait. Il se tenait simplement là, le regard là,
mais empreint d'une certaine dignité qui attirait l'attention. Même au milieu de la misère, il y avait une sorte de résilience dans son expression, comme s'il disait au monde « Je suis toujours là ». Le milliardaire s'arrêta. Le conducteur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, surpris, attendant des instructions. Mais au lieu de poursuivre sa route, il ouvrit la portière, sentit le vent glacial sur son visage et s'avança vers l'homme. C'est à ce moment-là que l'improbable commença à prendre forme, car il ne s'agissait pas seulement de quelques pièces, ni d'un geste de charité, c'était quelque chose de plus grand, inattendu. Le milliardaire s'agenouilla pour regarder le mendiant dans les yeux. La conversation fut brève mais intense. Le milliardaire lui demanda son nom et depuis combien de temps il vivait dans la rue. Le mendiant répondit d'une voix rauque, surpris d'être véritablement entendu, peut-être pour la première fois depuis longtemps. À chaque mot, la barrière invisible entre leurs deux mondes s'effritait, puis vint l'invitation. Sans l'annoncer, sans rien prévoir, sans réfléchir à ce que les autres diraient, le milliardaire posa la question qui allait tout changer. « Veux-tu dîner avec moi aujourd'hui ?» Le mendiant n'y crut pas d'abord. Il regarda autour de lui comme s'il s'attendait à une plaisanterie cruelle. Mais le regard du milliardaire était sérieux, ferme, plein de conviction. Il n'y avait ni ironie, ni moquerie, que la vérité. Cette question résonna comme un coup de tonnerre silencieux dans le cœur du mendiant. Lui, tant de fois repoussé, recevait maintenant une invitation à s'asseoir à la table de quelqu'un qui semblait appartenir à une autre planète. Le chauffeur déglutit difficilement. Les agents de sécurité échangèrent des regards discrets, mais personne n'osa le questionner, car tous ceux qui connaissaient le milliardaire le savaient. Une fois sa décision prise, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et cette nuit-là, sa décision était claire. Le mendiant, toujours méfiant, se releva lentement, les genoux tremblants non seulement de froid, mais aussi d'incrédulité. À l'intérieur de la voiture, le contraste était saisissant. D'un côté, les sièges en cuir souple, le parfum raffiné qui embaumait l'air, les boutons lumineux qui contrôlaient tout. De l'autre, l'homme aux vêtements déchirés, serrant la couverture comme si c'était sa dernière protection contre le monde. Le milliardaire, assis à côté de lui, ne semblait pas gêné par le regard des agents de sécurité dans le rétroviseur. Il joignit simplement les mains et dit « Aujourd'hui, tu mangeras comme un roi ». Le cœur du mendiant s'emballa. Il ne savait pas à quoi s'attendre ni comment réagir. Mais quelque chose en lui disait que ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. À chaque kilomètre parcouru, la réalité lui semblait plus absurde, jusqu'à ce que la voiture franchisse les grilles du manoir illuminé, et que l'homme qui jusque-là n'avait connu que les rues fut accueilli par des murs resplendissants comme des palais. Les gouvernantes écarquillèrent les yeux, surprises de voir le milliardaire accompagné d'une personne aussi peu habituelle. Mais il n'y avait pas de temps pour les questions. L'hôte se contenta de regarder tout le monde et dit fermement « Préparez la table. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. » Et c'est ainsi que ce moment improbable cessa d'être une simple rencontre de rue pour devenir une scène historique au sein de ce manoir. Alors que les invités arrivaient, vêtus de vêtements luxueux, le mendiant se retrouva face à des portes qu'il n'aurait jamais cru franchir. Chaque pas était lourd, chaque détail semblait crier « Tu n'as rien à faire ici ». Mais en même temps, chaque geste du milliardaire disait le contraire. Tu as ta place autant que n'importe qui d'autre. C'est le pouvoir d'une rencontre improbable. Elle brise l'impossible, bouleverse les certitudes et nous oblige à tout repenser. Et ce soir-là, chacun allait assister non pas à un simple dîner, mais à une révolution silencieuse née d'un simple geste. Une invitation inattendue. L'impact immédiat fut comme une explosion silencieuse. La salle, illuminée par des lustres en cristal, vibrait déjà au son de conversations élégantes, de verres qui s'entrechoquaient et de rires calculés, scène typique d'une soirée de gala où chaque geste semblait chorégraphié. Mais lorsque le milliardaire entra accompagné du mendiant, l'air se scinda en deux, avant et après cet instant. D'abord vint le silence. Non pas un silence naturel, mais un silence dense et inconfortable, peuplé de regards muets. Les rires s'éteignirent, comme des bougies au vent. Des conversations interrompues flottaient dans l'air, incomplètes, comme des notes de musique déphasées. Tout s'arrêta quelques secondes, et durant ce bref instant, on eut l'impression que le monde entier avait ralenti. Puis, les réactions commencèrent à surgir. Une dame vêtue d'une longue robe scintillante tendit la main vers son collier de diamants comme pour se protéger d'une menace invisible. L'un des hommes d'affaires les plus influents de la ville plissa les yeux.
fronçant les sourcils, incapable d'en croire ses yeux. Un jeune héritier, toujours prêt à se moquer de tout, laissa échapper un rire nerveux, mais fut réduit au silence par le regard dur de son père, comme si chaque visage était un miroir reflétant l'incrédulité, le jugement ou le malaise le plus profond. Le contraste était saisissant. Le mendiant, aux vêtements usés et aux mains calleuses, marchait timidement, son regard errant entre l'éclat de la pièce et les regards désapprobateurs. Chaque détail de son apparence semblait un cri au milieu du luxe. La barbe de 3 jours, l'odeur de la rue, les bottes déchirées qui claquaient sur le sol ciré. Mais à côté de lui, le milliardaire marchait, droit et ferme, comme si son choix était légitime. Sa présence transformait l'improbable en inévitable, et cela laissa tout le monde encore plus stupéfait. Car s'il s'était agi d'une simple erreur, d'un intrus, quelqu'un aurait appelé la sécurité. Mais non, c'était l'hôte, le propriétaire des lieux qui le menait par la main. Ce geste était lourd de sens, d'autorité. Il n'y avait aucune raison de discuter. Les murmures commencèrent. Les bouches se rapprochaient, les mains dissimulant des murmures qui, même étouffés, étaient audibles. « Qui est-il » demanda une voix. « Pourquoi avez-vous amené cet homme ici » demanda une autre. Et peu à peu, la pièce, jusque-là plongée dans un silence assourdissant, se remplit de murmures tendus, comme un orage sur le point d'éclater. Le mendiant sentit le poids de ses regards comme des pierres jetées sur lui. Son corps tremblait non seulement à cause du froid nocturne encore présent sur sa peau, mais aussi à cause du malaise d'être dans un endroit où chaque détail disait « Tu n'as rien à faire ici ». Pourtant, quelque chose en lui le poussait à le suivre. Peut-être était-ce la main ferme du milliardaire sur son dos, le guidant vers la table d'honneur, ou peut-être le sentiment que, pour la première fois, quelqu'un avait cru qu'il méritait d'être là. Pendant ce temps, les invités ne savaient comment réagir. Certains préféraient détourner le regard, feignant de ne pas voir, comme si l'indifférence était une façon de se protéger du scandale. D'autres fixaient le public, avec un mélange de curiosité et de désapprobation, comme quelqu'un observant un animal exotique hors de son habitat naturel. Certains ressentaient même secrètement un autre malaise, l'envie, car, à cet instant, le mendiant était au centre de toutes les attentions, un objectif qu'ils recherchèrent toujours malgré leur richesse et leur statut, mais qu'ils atteignaient rarement. Le milliardaire, cependant, restait serein. Son expression n'était ni provocatrice, ni provocatrice. Elle était calme, confiante, presque paternelle. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Ses actes étaient déjà une déclaration plus forte que n'importe quel discours. Et c'est ce qui a le plus perturbé les personnes présentes. Car, au fond, elles savaient que ce geste n'était pas un caprice passager. Il était intentionnel. La psychologie l'explique bien. Lorsqu'un modèle social est brisé aussi brutalement, le cerveau entre en état d'alerte. Les gens de cette époque étaient conditionnés à considérer la richesse et le pouvoir comme synonymes d'exclusivité. Le mendiant, assis à la table, a réduit cette illusion en miettes. C'était comme si le milliardaire avait arraché un voile invisible, forçant chacun à voir une vérité dérangeante. Les frontières sociales sont fragiles, presque artificielles, et peuvent être brisées d'un simple geste. Et je veux vous emmener dans cette scène. Imaginez-vous à cette table, en grande tenue, vous attendant à une nouvelle nuit de luxe et de prestige. Soudain, vous voyez un homme de la rue s'asseoir à côté de l'hôte. Comment réagiriez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Impact. Si cette scène vous touche aussi, c'est parce qu'elle touche quiconque a le courage de réfléchir. Tandis que les invités restaient stupéfaits. Les domestiques du manoir poursuivirent leur travail, mais même eux manifestèrent de la surprise. Les mains tenant les bouteilles de vin tremblaient légèrement. Leurs grands yeux se louchaient discrètement, comme pour confirmer qu'ils voyaient bien ce qui se passait. Ce fut un choc collectif. Et le mendiant, enfin assis sur sa chaise, hésitait entre regarder l'assiette devant lui et les visages autour de lui. Son cœur battait fort, ses mains étaient moites, mais il y avait aussi une pointe de fierté, car malgré les regards lourds, il était là, participant à quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. L'impact immédiat ne se répercuta pas seulement sur les réactions extérieures, mais aussi sur ce qui commençait à se produire intérieurement pour chaque personne présente. Le mendiant représentait un rappel vivant de tout ce qu'il cherchait à oublier, la fragilité de la vie, l'inégalité qui soutenait ce luxe, l'humanité qu'ils partageaient tous, derrière, leurs masques et leurs titres. Et c'est dans ce contraste brutal entre jugement et silence, incrédulité et acceptation, que la soirée commença à prendre une tournure inattendue.
car le geste du milliardaire n'avait pas encore révélé toute sa puissance. Ce qui semblait n'être qu'une invitation inconfortable allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus important, quelque chose qui allait changer non seulement la vie du mendiant, mais aussi la perception de tous ceux qui étaient présents dans la pièce. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il s'était assis sur une chaise qui lui serrait le dos. Le rembourrage moelleux lui semblait une courtoisie injustifiée, comme si la chaise disait « Restez », tandis que le reste de la pièce hurlait « Sortez ». Le mendiant prit une grande inspiration et remarqua que l'air avait une autre consistance, un parfum de fleurs précieuses, des notes de vin, une absence totale de poussière. Son odorat fut d'abord étrange, puis vint, son regard confus, essayant de tout saisir à la fois, les reflets du cristal, l'argent poli, la lumière se reflétant sur le lustre en étincelles géométriques. Devant lui, une lourde assiette blanche, aux bords discrets, au design si épuré qu'il était effrayant à toucher. Il déglutit difficilement. Devant lui, une table qui semblait une promesse. Ici, personne ne se couche le ventre vide. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas seulement le froid, c'était le souvenir du froid qui collait encore à ses doigts. Des mains qui, pendant des années, avaient fouillé dans des sacs, tiré des couvertures déchirées et ramassé des pièces sur l'asphalte. Maintenant, elles reposaient sur du lin. Il se surprit à frotter le bout de son pouce contre son index, un geste ancien, celui de quelqu'un qui compte toujours la monnaie, comme si son corps avait besoin de se souvenir de qui il était pour ne pas se perdre dans cette lueur. Le milliardaire à côté de lui se pencha légèrement et lui demanda s'il était à l'aise. « Oui, monsieur », murmura-t-il de la voix qu'on réserve aux discours à l'église. Puis, ne sachant où poser les yeux, il remarqua ses ongles, propres. Quelqu'un, dans les arrière-salles invisibles du manoir, lui avait offert de l'eau chaude et du savon avant le dîner. La sensation d'une peau propre était encore nouvelle, presque miraculeuse. Mon esprit s'emballait. L'esprit humain agit ainsi lorsque la réalité perturbe nos plans. Il cherche des explications, invente des dangers et déclenche des alarmes. Dissonance cognitive, diraient les érudits. Pour lui, c'était un tourbillon plus simple. Qu'est-ce que je fais là? Il chercha un refuge, le verre d'eau. Il se leva lentement, de peur de renverser, de faire trop de bruit. Une gorgée. Sa gorge reconnut la promesse du liquide, et pendant une seconde, tout devint silencieux en lui. De l'eau, rien que de l'eau. Un truc de roi, pas de n'importe qui. Quand les couverts commencèrent à toucher les assiettes autour, de lui le bruit résonna comme la pluie sur un toit en tôle. Chaque tintement portait un jugement. Un « n'appartient pas », un « qui as-tu laissé entrer ?» Il sentit l'aimant des regards dans son dos et haussa instinctivement les épaules. Le corps apprend à se faire petit pour s'intégrer au monde sans le gêner. Mais cette invitation, « assieds-toi avec moi », eut l'effet inverse en lui. Un rappel qu'il pouvait, l'espace d'un instant, prendre de la place. Et puis, le détail que personne n'avait remarqué se produisit. Il avança sa chaise de 2 centimètres, 2 seulement, comme s'il se rapprochait involontairement de son propre siège. Les entrées arrivèrent. Pain chaud, croûte croustillante. Il mordit lentement dans le premier morceau, regardant autour de lui, mesurant la vitesse de son geste avec la règle invisible de l'étiquette. L'odeur réveilla des souvenirs qui ne correspondaient pas à la pièce. Une vieille boulangerie du quartier où il avait grandi. L'odeur de levure à 5 heures du matin. La main du boulanger qui laissait toujours une fournée en trop quand il en restait. Le souvenir le frappa, tout comme la faim qui lui brûlait l'estomac. La vieille faim à son horloge. Elle ne comprend pas le protocole. Il respira de nouveau. Doucement, se dit-il, doucement comme les autres. Et il découvrit qu'il y avait une dignité nouvelle à manger sans hâte. Le milliardaire lui parlait comme on parle à un égal. Il lui demandait d'où il venait, à quoi ressemblait la rue la nuit en hiver, ce qui lui manquait le plus. Il répondait par phrases courtes, comme quelqu'un qui aurait oublié comment parler de lui-même. Il lui parlait du banc public transformé en lit, du manteau prêté par une dame qui passait tous les jeudis, du chien errant qui l'accompagnait à un certain carrefour. Il omettait les moments où la peur était si intense que le courage devait faire comme si elle n'existait pas. Certaines douleurs nous sont chères, comme celui qui protège un oiseau, blessé au creux de sa main. À un moment donné, il réalisa que les invités le fixaient toujours, mais que le poids de leur regard s'était atténué. Peut-être était-ce la chaleur qui montait du plat principal, peut-être le cliquetis des couverts lui-même, qui sans le vouloir déclenchait la musique de toute table, le rythme intime du manger ensemble. La table a ce pouvoir, elle rassemble ce que la rue sépare, invente des conversations, tisse une trêve.
Lui qui connaissait bien la solitude, de manger contre un mur, ressentait la différence d'entendre des voix autour de lui tandis qu'il mâchait. Ce n'étaient pas des voix amicales, pas encore, c'étaient des voix. Et parfois, cela suffit. Certains signes demeuraient frappants. La femme au collier le regarda comme s'il était en verre. Un homme plus jeune prit une photo cachée, le flash lui mordant la rétine, son corps tout entier sursautant invisiblement. Un réflexe ancestral. Une lumière soudaine dans la rue annonce un danger. Tsi. Milliardaire le vit, posa son verre, et le regard qu'il lui renvoya était un décret silencieux. Respect. Le jeune homme rangea son téléphone, maladroitement, et quelque chose dans la pièce se détendit. Le mendiant sentit au plus profond de sa peau ce que sa langue ne dirait jamais. Quand quelqu'un de puissant choisit de vous protéger, le monde qui vous entoure recalcule son itinéraire. Entre deux plats, de petits miracles quotidiens se produisaient. Un serveur s'approcha, le regarda dans les yeux et lui demanda s'il préférait sa viande. « À point », répondit-il, imitant l'expression du milliardaire quelques secondes plus tôt. Le serveur esquissa un léger sourire entendu et apporta le plat avec une délicatesse réservée aux invités d'honneur. Le couteau glissa avec fluidité. Il mordit dans un morceau qui ressemblait plus à un souvenir qu'à une nourriture. Un souvenir d'anniversaire perdu, de table jamais dressée, de date que la rue ne reconnaît pas. Et, sans comprendre pourquoi, il sentit ses yeux se remplir de larmes. Il s'essuya rapidement les yeux, feignant une démangeaison, geste ancestral de celui qui a appris que les pleurs expulsent et que la force préserve. De l'extérieur, c'était un homme qui se nourrissait. De l'intérieur, il peaufinait son identité. La rue nous apprend qu'exister, c'est demander constamment la permission. La table disait le contraire. « Asseyez-vous ». Son esprit peinait à concilier les deux vérités. Et dans cet effort, il se surprit à penser à ceux qui restaient dehors. L'ami du coin qui partageait une miche de pain, la fille qui tenait un sac contenant 3 tenues et une photo froissée, le vieil homme qui racontait toujours la même histoire sur le carnaval de 1982. « À quoi bon être ici ?» pensa-t-il, « s'ils sont toujours là ?» La question lui traversa l'esprit comme une brise et continua de tourbillonner. Le milliardaire, inconscient de ses pensées, commenta un projet urbain, refuge, soupe populaire, soins de santé. Il ne parlait pas comme quelqu'un qui promet, mais comme quelqu'un qui a déjà commencé. Il hocha la tête. « C'est formidable, » dit-il simplement. Il y a des mots que l'on garde pour soi, car intérieurement, ils deviennent force. Les bruits de la salle reprirent vie. Musique d'ambiance, rire, protocole, chorégraphie. Mais quelque chose avait changé. Sa présence, qui n'était plus vraiment un scandale, commençait à devenir une possibilité. On chuchotait moins, on observait davantage. La curiosité a parfois des moments où elle s'allie au respect, et c'était peut-être le cas. Une femme âgée leva discrètement son verre dans sa direction. Pas un toast complet, juste un geste de reconnaissance minimale. Il le répéta timidement, et le geste resta suspendu dans l'air, comme un fil lumineux reliant des points éloignés. Le milliardaire demanda alors ce qu'il ferait s'il ne pouvait choisir qu'une seule chose. La question le rongeait. Il pensa à un toit, au travail, à son chien, à une douche chaude, sans horloge. Il pensa à une porte qui lui appartenait et s'ouvrait de l'intérieur. Il réfléchit en silence. Mais ce qui sortit fut autre chose, si simple qu'il fit un bruit. Une table. Le milliardaire fronça les sourcils avec curiosité. Une table? Oui, une table où s'asseoir tous les jours avec des gens. L'homme riche se renversa en arrière, fermant les yeux un instant, comme s'il percevait une vérité. Le mendiant, à son tour, réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, sa réponse ne serait pas jugée insignifiante. Il y a des moments dans la vie où l'on sent un changement de direction soudain, sans trompette ni feu d'artifice. Ils sont empreints d'un calme intérieur crépitant, d'un claquement cristallin. Il le sentait. Il ignorait ce qui allait arriver, ignorait si le lendemain matin retrouverait le même banc public, la même lutte pour l'ombre, la même vigilance face au danger, mais ce soir-là, à cette table, un morceau du monde avait dit « oui » à son existence, et cela possède une force qui ne revient jamais au même endroit. L'assiette était vide, et pendant une seconde, il eut cette vieille impulsion de mettre le reste de pain dans sa poche. Sa main bougea, machinalement, chargée d'années de survie. Il s'arrêta au milieu de son geste, reposa le pain dans l'assiette et respira profondément. Ce n'était pas un renoncement à la prudence, c'était un nouveau dialogue avec sa propre peur. Survivre ne signifiait plus nécessairement ramasser des miettes, du moins pas ici, pas maintenant.
Les invités commencèrent à se lever lentement, comme si la salle entière pratiquait une nouvelle étiquette, encore inconnue. Certains le dépassèrent et lui dirent « bonsoir » d'un ton négligé, entre surprise et sincérité. Il répondit par un bref hochement de tête et dans chaque hochement de tête se trouvait une brique invisible qui peut-être ressemblait, peut-être à appartenance. Le milliardaire se pencha et lui demanda s'il voulait un dessert. Il ricana, un rire qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. « Je veux apprendre à prendre mon temps. » L'homme riche lui sourit en retour, et la phrase resta suspendue au-dessus de la table comme une promesse. Il avait trop de questions sur le bout de la langue. Pourquoi moi? Combien de temps? Qu'est-ce que cela signifie hors de ces murs? Mais il avait appris, dans la rue, que les bonnes questions attendent parfois le bon moment. Au lieu d'un interrogatoire, il offrait un silence attentif. Et dans ce silence, la nuit laissait place au geste suivant. De l'extérieur, tout le monde ne voyait encore que le milliardaire, l'homme puissant, entouré de luxe, propriétaire d'une fortune qui semblait inaccessible. Mais à l'intérieur, il était bien plus que des chiffres publiés dans des magazines économiques ou des titres de journaux. Il y avait une histoire, un souvenir vivant qui imprégnait chacune de ses décisions, et c'est ce que personne dans la salle ne semblait comprendre. Invité, un mendiant à sa table, n'était ni une excentricité ni un spectacle destiné à impressionner. C'était un souvenir intime, une confrontation silencieuse avec son propre passé. Il se souvenait trop bien du froid, non pas du froid familier de l'hiver, mais du froid de la solitude, du froid de ne pas savoir où dormir, du froid qui vous pénètre jusqu'aux os quand on ne sait pas s'il y aura du pain à partager demain. Avant de devenir milliardaire, avant d'apprendre à négocier des contrats dépassant les budgets de villes entières, il n'était qu'un enfant aux mains trop petites pour le poids qu'il portait. Son père avait disparu tôt, sa mère travaillait à plein temps, et le peu qu'ils avaient semblait toujours leur filer entre les doigts. Il savait ce qu'était la faim. Il savait ce que c'était que de voir les yeux de sa propre mère se remplir de larmes parce qu'il n'avait aucun moyen de payer la facture d'électricité. Et ce souvenir ne l'a jamais quitté. C'est peut-être pour cela qu'à chaque fois qu'il regardait quelqu'un dans la rue, il ressentait un malaise que d'autres appelaient culpabilité, mais qui, pour lui, s'apparentait davantage à une reconnaissance. Ça aurait pu être moi. Cette phrase ne le quittait jamais. Ça aurait pu être lui si le destin l'avait poussé différemment. Et sachant cela, le geste de cette nuit-là était bien plus grand qu'il n'y paraissait. Il ne s'agissait pas seulement de charité, mais de justice intime. Il s'agissait d'équilibrer la balance, invisible qui pesait toujours lourdement dans sa poitrine. Il observa le mendiant avec une attention discrète. Il remarqua la façon dont il tenait le verre, comme s'il craignait de briser quelque chose d'aussi précieux. Il remarqua la tension dans ses épaules, la façon dont son regard se détournait des regards lourds qui l'entouraient, et silencieusement, il se remémora lui-même, des années auparavant, assis dans la salle d'attente d'un important investisseur, vêtu de vêtements mal ajustés, et d'un regard suppliant qui disait « Croyez-moi ». Ce jour-là, il avait été ignoré. Aujourd'hui, il choisissait de n'ignorer personne. Les invités ne comprenaient peut-être pas, mais cela lui était égal, car il savait que chacun d'eux regardait vers l'extérieur, jugeant les apparences. Lui, au contraire, regardait vers l'intérieur et voyait dans le mendiant le courage invisible de ceux qui survivent jour après jour. Pour lui, la rue n'était pas un certificat d'échec, c'était un certificat de résilience. Ceux qui vivent sans rien apprennent ce que beaucoup n'apprennent jamais avec tout, l'art de la persévérance. Et c'était une valeur qui, au fond, valait plus que n'importe quelle fortune. En psychologie, il existe un terme appelé empathie transformatrice. La capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, non seulement par un exercice d'imagination, mais comme une expérience qui transforme qui l'on est. Pour le milliardaire, ce n'était pas une théorie, c'était la vie. Il savait que les gens le considéraient comme distant, inaccessible. Mais en lui, le souvenir du pauvre garçon demeurait vivant, lui rappelant chaque jour que le luxe est un privilège éphémère, tandis que l'humanité est éternelle. En regardant le mendiant à côté de lui, il songea à l'effet que ce geste aurait. Il savait qu'il y aurait des critiques, que la société trouve toujours des excuses pour ne pas changer. C'est du marketing, c'est de la folie, c'est de l'humiliation. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car au fond, il ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit au monde. Il essayait de se prouver quelque chose à lui-même, qu'il n'avait pas perdu la capacité de voir l'humain dans l'humain. Et c'est là que notre public doit nous rejoindre.
Combien de fois avez-vous croisé quelqu'un d'invisible dans la rue, détourné le regard, accéléré le pas, fait semblant de ne pas le voir? Combien de fois avez-vous traité la douleur d'autrui comme si elle faisait partie ce paysage urbain? Imaginez maintenant au milieu de votre vie trépidante que vous vous arrêtiez, regardiez cette personne dans les yeux et lui disiez « Tu comptes ». Écrivez ce mot dans les commentaires. Humanité. Si vous croyez qu'un geste comme celui-ci a le pouvoir de transformer non seulement une vie, mais aussi la personne qui accomplit ce geste. Pour le milliardaire, cela ne faisait aucun doute. Il avait déjà tout ce que l'argent pouvait acheter. Voiture, maison, entreprise, titres. Mais rien de tout cela ne lui procurait le sentiment de plénitude que ce moment lui procurait. S'asseoir à côté de quelqu'un que tout le monde rejetait et lui dire, par la force de sa présence, « Je t'accepte », avait plus de valeur que n'importe quel chiffre. Là, à cette table, il n'était pas seulement l'homme le plus riche de la salle. Il était, d'une certaine manière, le plus libre. Le contraste des regards gênés autour de lui ne l'intimidait pas. Au contraire, il renforçait sa détermination. Car je savais que de tels gestes ne sont pas immédiatement compris. Ils provoquent du bruit, un choc, une résistance, mais c'est dans ce choc que réside le changement. Il voulait que chacun dans cette pièce emporte avec lui l'image de ce mendiant assis parmi eux. Il voulait que la prochaine fois qu'il croiserait quelqu'un dans la rue, il ne soit pas si facile de l'ignorer. Il voulait planter une graine, ne serait-ce qu'une. Et, au fond, il y avait aussi une leçon silencieuse pour sa propre famille, pour ses héritiers, pour ceux qui ont grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, sans jamais connaître la dureté de la rue. Regardez-le bien, pensa le milliardaire, car c'est lui qui devrait vous inspirer. Ce n'est pas le luxe qui définit qui nous sommes, mais la façon dont nous traitons ceux qui n'ont rien. Telle était la vision du milliardaire, une vision qui ne pouvait être résumée par les gros titres, qui ne pouvait être traduite en chiffres, mais qui, en même temps, valait plus que toutes. Une vision qui ne visait pas à changer le monde d'un seul coup, mais à changer le monde de quelqu'un, et, ce faisant, à prouver que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on donne. Et tandis que les invités se tortillaient encore en silence, essayant de digérer la scène, le milliardaire se renversa dans son fauteuil, regarda le mendiant à côté de lui et sourit. Non pas un sourire de supériorité, mais un sourire d'égalité. Car, pour lui à cet instant, il n'y avait aucune différence. Ils n'étaient que deux hommes à la table, et cela pour lui suffisait. Le dîner symbolique commença avant même le premier plat, car le simple fait de s'asseoir à table était en soi une déclaration. La table n'était pas un simple morceau de bois poli, mais une scène où se manifestaient des siècles de tradition sociale. Elle avait toujours été le lieu d'égalité, les riches entre eux, les puissants entre eux, les nobles entre eux. Et maintenant, pour la première fois, cet espace sacré d'exclusivité était brisé par un geste simple et bouleversant. Un mendiant occupait la même place d'honneur que d'illustres personnages avaient attendu toute leur vie pour obtenir. Les serveurs entrèrent, portant des plats fumants. Les couvercles d'argent se soulevèrent, révélant des arômes qui emplissaient l'air. Soupes onctueuses, viande mijotée, légumes qui semblaient peints à la main. Chaque détail rappelait que ce repas n'était pas seulement de la nourriture, mais un spectacle. Pour les convives, c'était la routine. Pour le mendiant, c'était une révélation presque divine. Ses yeux s'illuminèrent en voyant la soupe être servie. La vapeur monta et caressa son visage, plus chaude que n'importe quelle couverture dans la rue. Il hésita avant de toucher la cuillère, comme s'il craignait de gâcher quelque chose d'aussi parfait. Et à cet instant, le milliardaire fit ce que personne n'attendait. Il prit sa cuillère et prit la première bouchée lentement, sans se presser, regardant l'homme à côté de lui comme pour dire « Voilà comment ça commence ». Ce geste, simple et naturel, avait une immense puissance, car il enseignait sans imposer, invitait sans contraindre. Le mendiant l'imita alors, et la première gorgée de soupe sembla porter le poids de toute son histoire. La saveur n'était pas seulement riche, elle rappelait ce que la vie pouvait être lorsqu'on en prenait soin. Pendant ce temps, la salle oscillait entre inconfort et fascination. Les convives mangeaient machinalement, mais leurs yeux revenaient toujours à cet endroit précis de la table. Ce n'était pas la nourriture qui les captivait, mais le symbolisme de ce qui se passait. Les psychologues diraient qu'un processus de miroir social était en cours. Lorsqu'une personnalité influente valide un comportement, les autres, même ceux qui s'y opposent, sont contraints de le reconsidérer.
Le milliardaire, en traitant le mendiant d'égal à égal, a forcé tout le monde à reconnaître, bien qu'à contre-cœur, son humanité. Le pain n'arriva, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, tout juste sorti du four. Le mendiant le tint avec une attention exagérée, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse entre ses doigts. Il en cassa un morceau et, par réflexe, le garda dans sa main gauche, prêt à le garder pour plus tard, une vieille habitude de ceux qui ne savent jamais quand aura lieu leur prochain repas. Le milliardaire le remarqua, mais ne dit rien. Il sourit simplement et rompit son propre pain, en déposant discrètement la moitié dans l'assiette du mendiant. Ce geste silencieux en dit long. Ici, pas besoin de lésiner. Ici, il y en aura toujours plus. Le dîner se poursuivit avec des plats principaux servis en portions généreuses. Viande tendre, assaisonnement complexe, sauces qui mettèrent des jours à atteindre leur pleine saveur. Pour les invités, ce n'était qu'une nouvelle soirée de raffinement. Pour le mendiant, chaque bouchée était une victoire contre des années de faim. Et le plus curieux, c'est qu'avec le temps, la nervosité initiale s'est transformée en quelque chose de nouveau, l'appartenance. Ces mouvements, auparavant hésitants, commencèrent à s'harmoniser avec le rythme de la table. La peur de transgresser le protocole céda la place à une étrange assurance, comme si cette chaise avait toujours été la sienne. Et c'est là toute la beauté du dîner symbolique. La nourriture devient métaphore. Le sang, pain partagé, symbolise la dignité partagée. Le vin porté au toast symbolise l'acceptation. La viande servie est un symbole de subsistance qui va au-delà de la survie et touche l'âme. Rien n'était que nourriture, tout était porteur de sens. Un moment particulièrement marquant de la soirée, le toast. Le milliardaire leva son verre et, au lieu de regarder les hommes d'affaires ou les héritiers, se tourna directement vers le mendiant. « Au courage », dit-il d'une voix ferme. Toute la salle l'entendit. La phrase était simple mais lourde de sens, car là-bas, le courage n'était pas seulement celui du riche qui osait briser les codes, c'était aussi celui du pauvre qui osait accepter l'invitation. Les bols tintèrent, mais le son semblait différent. Ce n'était pas seulement du cristal qui s'entrechoquait, c'était le choc de deux mondes qui se reconnaissaient. Les regards restèrent attentifs, certains encore emplis de désapprobation, d'autres adoucis par une sorte de respect, involontaire, car qu'ils le veuillent ou non, ils assistaient à quelque chose d'inédit, et l'esprit humain n'oublie pas facilement ce qu'il n'a jamais vu. Cette scène, marquée par le contraste, resterait à jamais gravée dans la mémoire collective des personnes présentes. Alors que le dessert était servi, fruits confits, chocolats artisanaux, glaces rares, le mendiant ne semblait plus le même qu'il était entré timidement et réservé. Une nouvelle lueur brillait dans ses yeux, non seulement grâce à la douceur, mais aussi grâce au goût de l'inclusion. À chaque cuillerée, c'était comme s'il disait silencieusement « J'existe ». Ce dîner symbolique ne se résumait donc pas à la nourriture. Il s'agissait de ce que la table représente dans la vie de tout être humain, la rencontre, le partage, la reconnaissance. En partageant ce moment avec le milliardaire, le mendiant a non seulement satisfait sa faim physique, mais aussi nourri sa soif de dignité. Et vous qui nous regardez, avez-vous déjà réfléchi à la table à laquelle vous aimeriez vous asseoir? Écrivez-le dans les commentaires. Mais si vous croyez que nous méritons tous, au moins une fois dans notre vie, de nous asseoir à un endroit où nous sommes reconnus comme égaux. Le dîner se poursuivit, mais le symbolisme grandissait à chaque minute qui passait, car cette table, qui avait toujours été un symbole d'exclusion, devenait désormais un symbole d'inclusion. Et pour ceux qui observaient, impossible de ne pas avoir le sentiment d'assister à une scène historique. Le dîner avait déjà brisé toutes les barrières, mais le milliardaire savait qu'il n'avait pas encore tout révélé. Pour ses invités, la présence du mendiant à table était déjà un affront à la logique sociale. Pour lui, ce n'était qu'une introduction. Le véritable impact restait à venir, et il l'avait gardé enfoui en lui pendant des années, tel un secret silencieux qui pesait toujours lourdement sur ses épaules. Tandis que les serveurs remplissaient les verres et changeaient discrètement les assiettes, le milliardaire posa ses couverts sur la table et se renversa légèrement dans son fauteuil. La salle, déjà tendue par nature, sombra dans un silence gêné. Il n'avait pas besoin de solliciter l'attention, sa posture simple attirait tous les regards. Et comme s'il avait répété ce moment toute sa vie, il prit une profonde inspiration et commença à parler. « Je dois te dire quelque chose que je n'ai jamais partagé avec presque personne. » La phrase résonna comme un coup de tonnerre étouffé.
Les invités, qui jusque-là avaient tenté de reprendre leur conversation pour dissimuler leur malaise, se figèrent à nouveau. Le mendiant à côté de lui écarquilla les yeux, confus, ne sachant pas si cela s'adressait à tous ou à lui seul. Le milliardaire passa la main dans ses cheveux gris, geste rare dans son image pourtant impeccable, et poursuivit. « J'avais un peu plus de 10 ans quand ma mère et moi avons été expulsés de chez nous. J'ai passé des nuits entières à dormir dans la rue. Je sais ce que c'est que d'être sans abri. Je sais ce que c'est que d'attendre que quelqu'un nous tende la main et de ne recevoir que des regards méprisants. » La salle entière retenait son souffle. C'était comme si les murs dorés et les lustres scintillants ne pouvaient masquer la crudité de ce souvenir. Un milliardaire avouant, devant tout le monde, avoir été un jeune sans-abri. Le choc ne résidait pas seulement dans le contenu de la confession, mais dans la vulnérabilité de quelqu'un qui semblait intouchable. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'auraient jamais imaginé cela, poursuivit-il d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Mais avant d'apprendre à signer des contrats à plusieurs millions de dollars, j'ai dû apprendre à partager un morceau de pain durement gagné avec des inconnus qui, comme moi, peinaient à survivre un jour de plus. Les yeux du mendiant brillèrent. Cet aveu n'était pas une simple anecdote lointaine. C'était un miroir. Pour la première fois, il comprenait pourquoi il était là. Ce n'était ni de la charité ni du spectacle. C'était une identification. Le milliardaire le regardait non pas comme s'il baissait les yeux, mais comme s'il reconnaissait un frère dans le destin. C'est à ce moment-là, raconte le milliardaire en tenant son verre de vin sans le lever, que je me suis promis, si un jour j'avais à nouveau une table pleine, je mettrais un point d'honneur à toujours laisser une chaise, à quelqu'un qui n'avait nulle part où s'asseoir. Les mots s'abattirent sur les invités comme des lames invisibles. Beaucoup détournèrent le regard, gênés, car ils savaient que dans toute leur somptueuse fête, ils n'avaient jamais envisagé de laisser une place à qui que ce soit en dehors de leur cercle restreint. Le silence ne traduisait plus la désapprobation, mais la gêne. Le mendiant baissa la tête, essayant de digérer tout cela. Son cœur battait fort. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus comme un intrus. Il se sentait partie prenante d'une promesse ancienne, faite par quelqu'un qui connaissait la douleur qu'il connaissait. Et cette appartenance était plus puissante que n'importe quel plat servi ce soir-là. Le milliardaire a continué, sa voix devenant plus lourde à chaque phrase. « J'ai construit ce manoir, amassé une fortune, accompli tout ce que la société appelle le succès. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'était aucun de ces accomplissements. C'est cette nuit-là qu'une femme qui n'avait presque rien, elle aussi, a partagé avec moi la moitié du pain qu'elle gardait pour elle. C'est là que j'ai appris que la valeur d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il offre même lorsqu'il a peu. » Un frisson parcourut la salle, car cette révélation ne concernait pas seulement la pauvreté, mais l'humanité. C'était un rappel brutal que la générosité ne naît pas de l'abondance, mais de l'empathie. Certains jeunes invités portaient un regard neuf sur le mendiant. Ils ne le voyaient plus comme un simple étranger, mais comme un témoin vivant de ce que le milliardaire venait de révéler, comme si sa présence était la preuve que la promesse faite des décennies auparavant était tenue. Le mendiant, incapable de se contenir, murmura presque sans voix « Je n'aurais jamais imaginé qu'un homme comme toi… » Le milliardaire l'interrompit d'un geste doux de la main et ajouta « Ne m'appelez pas monsieur. Aujourd'hui, vous êtes ici en tant qu'invité. Vous êtes ici en tant que quelqu'un qui me rappelle qui je suis et d'où je viens. » Cet échange simple mais bouleversant a poussé de nombreux convives à baisser les yeux sur leurs assiettes. Car, à cet instant, ils ont compris que ce dîner n'était pas une question d'ostentation, mais de réconciliation. Et maintenant, je veux vous emmener dans cette scène. Imaginez-vous là, témoin d'un milliardaire confessant avoir vécu comme un gamin des rues, révélant que chaque acte de générosité est en réalité une vieille promesse faite à son propre passé. Que ressentiriez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Promesse. Si vous croyez que la vie trouve toujours un moyen d'exiger ce que nous nous promettons. Le milliardaire leva son verre, regarda directement le mendiant et dit, la voix ferme mais les yeux larmoyants, « Cette chaise sera toujours à toi. » La pièce, qui jusque-là n'avait été que tension et inconfort, s'emplit d'une atmosphère nouvelle. Ce n'était pas une acceptation totale, mais il était impossible de nier la puissance de ce qu'ils avaient vu. Cette table, qui symbolisait le statut et l'exclusion, portait désormais aussi la marque d'une promesse tenue. Le secret fut révélé, et ainsi, tous les présents savaient que rien de cette nuit ne serait oublié. Le point culminant de cette soirée ne débuta pas par un cri ni une mise en scène. Il commença par le silence.
Ce silence non pas vide, mais chargé, un silence pesant, qui rend chaque souffle audible, qui transforme un simple regard en quelque chose de monumental. Après les paroles du milliardaire, personne dans la salle ne savait exactement comment réagir. Certains baissaient les yeux, d'autres s'agitaient sur leur siège, certains tentèrent même de feindre l'indifférence. Mais au fond, chacun sentait qu'il était face à quelque chose qui dépassait la logique sociale. Et c'est dans ce silence que le mendiant fit l'inattendu. Jusque-là, il était resté replié sur lui-même, recroquevillé, essayant de trouver sa place dans un espace qui ne lui était jamais destiné. Mais après avoir appris que la chaise lui appartiendrait toujours, il ne put plus tenir. Ses mains tremblaient, ses yeux s'embuèrent, et, avant même de s'en rendre compte, une larme coula sur son visage buriné. Il essaya de la cacher, l'essuya rapidement, mais en vain. Son émotion débordait. Le milliardaire, s'en apercevant, ne détourna pas le regard. Au contraire, il se pencha un peu plus et, devant tout le monde, posa la main sur l'épaule de l'homme. C'était un geste simple, mais chargé de sens. La salle entière sembla retenir son souffle, car ce n'était pas seulement l'homme le plus riche de la ville qui touchait un mendiant. C'était l'ensemble des inégalités remises en question dans un geste de proximité. Le message était explicite. Il est l'un des nôtres. Et comme si cela ne suffisait pas, le milliardaire fit encore plus audacieux. Il demanda à chacun de lever son verre. Les invités hésitèrent, perplexes. Porteur un toast au courage avait été déjà assez inconfortable, mais maintenant, la tension était encore plus grande. Que dirait-il? Aujourd'hui, commença-t-il d'une voix ferme et mesurée, je veux que tout le monde porte un toast. Non pas à ma fortune, ni à mon nom, ni à ce manoir. Je veux que vous portiez un toast à lui. Il désigna le mendiant, dont les grands yeux s'emplirent d'incrédulité. L'homme ne savait où se cacher. Il ressentait encore plus, intensément le poids de leur regard, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent chez eux. Ce n'était pas seulement du jugement, c'était aussi le choc devant le courage de l'hôte. « Je veux que vous portiez un toast », a poursuivi le milliardaire, « à la résistance, à la force de survivre quand tout conspire contre vous, à la dignité de continuer à exister même quand le monde tente d'effacer votre nom. » Les mots résonnèrent comme des coups de marteau dans tous les cœurs. Impossible de ne pas en ressentir l'impact. Le tintement des verres, lorsqu'il se produisit enfin, résonna comme un coup de tonnerre contenu, chargé de tension et de sens. Certains levèrent leurs verres à contre-cœur, d'autres sincèrement, mais le geste collectif était là. Une reconnaissance sans précédent. Le mendiant, incapable de se retenir plus longtemps, pleurait ouvertement. Des larmes épaisses et lourdes, chargées d'années de douleur, d'invisibilité et de mépris, mais aussi des larmes de soulagement, d'appartenance, de gratitude. Il balbutia quelques mots à peine audibles. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme moi pourrait… » Sa voix se brisa. Le milliardaire lui serra l'épaule et termina « pouvait être vu ». Ces trois mots ont résonné comme une fissure dans la conscience de chacun, car au fond, c'était la vérité cachée. Le plus grand désir humain n'est ni la richesse, ni le pouvoir, ni le statut. Il est d'être vu, il est d'exister, véritablement aux yeux des autres. L'atmosphère commença à changer. Même les plus réfractaires ne purent ignorer la scène. Certains invités détournèrent le regard pour cacher leurs larmes. D'autres respirèrent profondément comme pour retrouver leur calme. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le geste du milliardaire avait ouvert une blessure collective et chacun l'a ressenti. C'est alors que quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. Le mendiant, au milieu de ses larmes, sortit de sa poche un petit objet froissé, un morceau de papier. Il le déplia lentement, les mains tremblantes, et il révéla une vieille photo, décolorée par le temps. Il la posa sur la table. Sur la photo, il était plus jeune, tenant un petit enfant dans ses bras, tous deux souriants. « Voici mon fils », dit-elle d'une voix brisée. « Je ne l'ai pas vu depuis des années. J'ai tout perdu, mais je n'ai jamais perdu espoir de le revoir. » Le milliardaire fixa la photo, puis devant tout le monde, il déclara « Allons le trouver ». La phrase fut prononcée avec une telle conviction qu'elle ne ressemblait pas à une promesse, mais à un décret. La table entière se figea à nouveau. Ce n'était pas seulement une soirée symbolique, ce n'était pas seulement un dîner, c'était le début de quelque chose de plus grand. Et c'est à ce moment-là que le point culminant a atteint son paroxysme, car le dîner a cessé d'être un simple geste d'inclusion pour devenir une mission. Toute la salle a compris qu'elle assistait non seulement à une rupture avec les codes, mais à la naissance d'une histoire qui allait changer des vies.
Le mendiant sanglotait, les invités étaient perplexes, et le milliardaire restait ferme, chef d'orchestre de cet orchestre d'émotions. Ce qui allait suivre, nul ne le savait, mais une chose était sûre, rien ne serait plus comme avant après cette nuit. Les conséquences de cette soirée commencèrent avant même la fin du dîner, car le geste s'était déjà propagé comme une vague invisible, traversant chaque invité, érodant les certitudes et soulevant des questions que personne ne voulait affronter. Impossible de faire comme si de rien n'était. L'image était gravée dans la pierre, le milliardaire le plus influent de la ville, aux côtés d'un mendiant célébrant sa dignité sous les yeux de tous. Certains invités ne le supportèrent pas. Ils se levèrent discrètement, s'excusant, maquillant leur départ sous des excuses futiles, un rendez-vous urgent, un soudain malaise. Mais au fond, ils étaient trop mal à l'aise pour rester, car être là signifiait être confrontés à leur propre indifférence, et tous n'étaient pas préparés à ce miroir. D'autres, en revanche, restèrent, comme hypnotisés par la scène, incapables de s'éloigner, même face à l'inconfort. La famille du milliardaire fut la plus touchée. Ses enfants, habitués à vivre dans une bulle de privilèges, regardèrent leur père avec un mélange de fierté et de confusion. Fierté, car ils voyaient en lui un courage rare, mais confusion, car ils n'avaient jamais imaginé que leur fortune avait des racines si différentes de ce qu'ils avaient toujours connu. Son épouse, assise à quelques sièges de lui, avait les larmes aux yeux. Elle connaissait des pans du passé de son mari, mais ne l'avait jamais vu se confier avec une telle vulnérabilité devant autant de monde. C'était comme s'il découvrait lui aussi un nouvel homme ce soir-là. Et puis il y avait les héritiers plus éloignés, des parents soucieux de préserver le statut de la famille, qui réagirent avec indignation. Ils chuchotèrent entre eux, réfléchissant à ce qu'ils allaient dire à la presse, essayant de calculer l'impact de cette scène sur l'image publique du milliardaire. Pour eux, c'était un risque, une tâche, un geste dangereux qui pouvait compromettre des affaires. Mais aucun d'entre eux n'eut le courage de l'affronter directement. Son pouvoir était encore bien plus grand que toute résistance qu'ils osaient opposer. À l'extérieur du manoir, la nouvelle commença à se répandre. L'un des invités ne put résister à l'envie d'envoyer discrètement un SMS « Vous n'allez pas croire ce qui se passe ici ». Et, comme c'est souvent le cas dans un monde connecté, l'histoire commença à se propager. D'abord comme une rumeur murmurée, puis comme une histoire virale. Les journalistes recevaient des appels, les caméras se tournèrent vers l'entrée de la propriété. Ce geste, initialement intime, ne se limitait plus à cette pièce. Il était mondial. Et pour le mendiant, les conséquences furent encore plus dévastatrices, mais dans un sens différent. Lui, invisible depuis des années, était désormais au cœur d'une histoire qu'il n'avait jamais imaginée. Ses pensées étaient un tourbillon. Et si tout cela s'arrêtait demain? Et si ce n'était qu'une nuit? Et si je ne savais plus comment vivre après cet instant? Son cœur battait à tout rompre, à la fois de peur et d'espoir. C'était comme s'il s'engageait sur un terrain inconnu, mais sans être sûr de pouvoir faire confiance à sa stabilité. Pendant ce temps, les invités restants commencèrent à se diviser en deux groupes. Certains, bien que gênés, commencèrent à y voir de la beauté. Leurs regards s'adoucirent, leurs expressions figées s'adoucirent, et certains risquèrent même une conversation timide avec le mendiant, lui demandant son nom, lui adressant des sourires hésitants. C'était comme si le geste du milliardaire avait ouvert une brèche par laquelle leur humanité, si longtemps cachée, commençait à s'échapper. Et d'autres restèrent inflexibles, le regard lourd de jugement, comme s'ils voulaient utiliser le poids de la désapprobation pour renverser la situation. La psychologie explique, face à quelque chose qui ébranle nos certitudes, deux choix s'offrent à nous, soit nier et résister, soit s'ouvrir et se transformer. Et dans cette pièce, chacun vivait ce dilemme en temps réel. Certains fuyaient pour préserver l'ancienne logique, d'autres se laissaient transformer par la nouvelle vérité révélée. Mais ce que personne ne pouvait nier, c'est que quelque chose avait changé à jamais. Cette soirée resterait gravée dans les mémoires. On en parlerait lors de futurs dîners, de réunions d'affaires, dans les colonnes des magazines. Certains diraient que c'était de la folie, d'autres du génie, certains un coup marketing, d'autres un acte de pure humanité. Mais quelle que soit la version des faits, le fait était indéniable. Tous ceux qui étaient présents avaient été témoins d'un événement sans précédent, et le milliardaire, conscient de cela, ne recula pas. Au contraire, il resta ferme, comme s'il avait tout prévu. Il savait qu'il serait critiqué, qu'il perdrait des points auprès de certains alliés, qu'il rencontrerait de la résistance. Mais il savait aussi qu'au fond, il gagnait quelque chose de bien plus grand,
le véritable respect, celui qui ne s'achète pas avec des chiffres, mais qui naît de gestes que personne n'a le courage de poser. Le croc. Lendemain, les journaux et les réseaux sociaux regorgeaient de commentaires. Certains applaudissaient, d'autres attaquaient. Mais à l'intérieur de cette salle, la transformation avait déjà commencé, car l'impact ne résidait pas seulement dans le geste, mais dans les réactions qu'il suscitait. C'était comme jeter une pierre dans un lac. Les ondes se sont propagées, atteignant chaque recoin, chaque conscience, chaque cœur. Et vous qui suivez cette histoire, avez-vous déjà pensé à votre réaction? Si vous étiez dans cette pièce, fuiriez-vous l'inconfort ou le laisseriez-vous transformer votre vision du monde? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Conséquence. On croit que chaque geste que nous faisons porte des ondes qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le mendiant, quant à lui, resta silencieux. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa simple présence était la preuve vivante que cette nuit ne le concernait pas seulement, mais tous. Et tenant la photo froissée de son fils dans ses mains, il sentit que l'avenir soudain pourrait être différent. Le dîner n'était pas encore terminé, mais les conséquences étaient déjà en cours. Alors que les derniers couverts étaient posés et que les lustres s'éteignaient, un silence nouveau régnait dans le manoir. Ce n'était plus le silence de l'inconfort, mais celui de la compréhension, sans besoin d'explications supplémentaires. La table, désormais garnie de serviettes pliées et de verres, marqués de doigts, ressemblait à une scène après le dernier acte. Rien sur scène et en même temps, tout vibrait encore. Le mendiant tenait la photographie entre ses mains, comme s'il entretenait une flamme. Le milliardaire, à ses côtés, n'avait pas l'empressement d'un responsable, mais le calme de quelqu'un qui a décidé de rester. La nuit avait été longue, mais quelque chose d'essentiel venait de naître, et quand quelque chose naît vraiment, personne ne bouge immédiatement. On se contente d'observer, de respirer et de laisser le temps s'ancrer. Les invités restants ne chuchotaient plus. Certains tentaient timidement des approches, offrant ce qu'ils pouvaient. Un « bonsoir » sincère, une poignée de main, un regard qui disait enfin « je te vois ». Le fonctionnement de l'esprit est curieux. Nous passons des heures à construire des murs intérieurs, et en un instant, un simple geste les détruit, laissant place à un nouveau paysage. La psychologie appelle cela la reconsolidation des souvenirs. Des expériences fortes ravivent de vieux souvenirs et réécrivent des histoires intérieures. C'est peut-être ce qui se passait là. Chacun commençait à réécrire intérieurement sa propre perception des valeurs. Le milliardaire se pencha et parla doucement sans public, comme si le monde n'existait plus. Demain, on commence. Il ne dit ni quoi, ni comment, ni avec qui. Mais le mendiant comprit. Parfois, les vraies promesses n'ont pas besoin de verbes complets. Une intention, exprimée avec justesse, suffit. Demain, on commence, pouvait signifier bien des choses. Chercher un fils dans la grande ville, ouvrir des portes toujours fermées, tisser des liens avec ceux qui travaillent, chaque jour, là où l'État échoue et où la société détourne le regard. Cela pouvait signifier un abri, des repas, un emploi, mais, surtout, cela signifiait une table qui se répète, une table qui devient une habitude, une table qui devient une politique quotidienne. Le personnel commença à débarrasser les assiettes. Les serveurs, avec leurs pas de ceux qui ont appris à être invisibles, démêlaient soigneusement la nuit qu'ils avaient construite. Certains regardèrent le nouveau client, avec cette affection que seuls ceux qui servent comprennent. Le genre de personne qui observe le pont entre les mondes et espère en silence qu'il ne s'effondrera pas à l'aube. L'un d'eux, le plus jeune, laissa un morceau de pain supplémentaire sur la soucoupe, petit, chaud, parfumé, et hocha simplement la tête. Un merci silencieux s'éleva. Il est des gestes que même le langage ne peut saisir. Dehors, l'effervescence de la ville était déjà palpable. Une voiture de presse attendait l'occasion de capturer en pixels ce que personne ne savait photographier, la transmutation d'un regard. Mais l'appareil photo rate toujours quelque chose. Le poids d'une main sur une épaule, le souffle saccadé, la larme trop discrète pour être digne. Ce qui s'était passé ne tenait pas d'un appel. Il tenait d'une agréable rumeur, de celle qui se propage de personne à personne, éveillant d'autres désirs comme une allumette qui trouve une allumette. Avant que le mendiant puisse se lever, le milliardaire s'excusa. Il fit quelques pas, appela discrètement le gérant et dit sans cérémonie, comme s'il modifiait le menu, « À partir de maintenant, veuillez réserver des chaises supplémentaires. » L'homme hocha la tête, habitué à transformer les idées en logistique. « Combien, monsieur ? » »« Autant que possible. Et si ce n'est pas le cas, nous agrandirons la table. » C'était simple et radical.
C'était symbolique et pratique, et surtout, c'était reproductible. La seule façon de transformer un beau geste en culture. De retour au chevet du patient, le milliardaire réclama le manteau. Il le posa sur les épaules de l'invité, non pas comme pour lui offrir de la chaleur, mais comme pour lui accorder du temps. Le temps de partir sans hâte, le temps de ne pas retourner aussitôt au vent. « Je peux te le rendre demain ?» dit le mendiant, inquiet de ne rien devoir. « On commence demain ?» répéta le milliardaire, et cette phrase, désormais, s'appliquait aussi bien au manteau qu'à la recherche, à la table qu'à tout ce qui allait suivre. C'est là que l'histoire appelle un miroir pour ceux qui nous suivent, car à un moment donné de la vidéo, la question cesse d'être « qu'ont-ils fait ?» et devient « que puis-je faire ?» Il ne s'agit pas de manoir ou de fortune, il s'agit d'une table, d'une chaise supplémentaire au déjeuner du dimanche, d'une invitation improbable un mardi, d'une conversation qui humanise ce que la précipitation déshumanise. Si cela vous parle, laissez un commentaire. Chaise. Et vous indique, en une phrase, où vous pouvez réellement laisser une place à quelqu'un que vous ne voyez pas assis à côté. L'algorithme oublie vite, mais pas votre pratique quotidienne. La soirée avançait encore un peu. Les derniers invités traversèrent le hall, et leurs pas sur le marbre résonnèrent moins prétentieux que 6 heures plus tôt. Chacun emportait avec lui un fragment de la scène. Le toast au courage, la photo délavée, le pain rompu, la promesse murmurée. Pour beaucoup, une petite décision était en train d'être prise. Appeler quelqu'un oublié, trier les couvertures, réévaluer les priorités. La rétention émotionnelle, celle qui fait mourir l'histoire dans le cœur, avait fait son effet. Ils restèrent tous les deux, et, dans une sorte de déception. Nécessaire, ils parlèrent de choses futiles, du chien qui l'accompagnait jusqu'à la moitié du pâté de maison, du centre de santé où une infirmière avait appris son nom et ne s'était plus jamais trompée, de la boulangerie qui ferme tôt, du banc du parc où le seul arbre offrait encore une bonne ombre l'après-midi, de petites géographies de survie. Le milliardaire écoutait comme quelqu'un qui apprend des cartes par cœur. « On commence demain », signifiait aussi cela, apprendre le territoire de l'autre sans chercher à le renommer. Avant de se dire au revoir, le mendiant conserva la photo plus précieusement qu'il n'avait jamais conservé aucun objet. Ce n'était pas un simple papier, c'était une boussole. Si demain commençait, la direction était là. Retrouver son fils, reprogrammer une date, partager une table qui ne s'effondre pas quand la musique s'arrête. Le milliardaire, à son tour, sortit son téléphone portable et écrivit un court message à une personne de confiance. « J'ai besoin d'une petite équipe calme et à l'écoute. Demain. » Ce mot, répété sans cesse, semblait enfoncer des jalons dans le sol pour soutenir ce qui allait suivre. Vous vous demandez peut-être si la société l'accepterait, si les gros titres rendraient justice, si la famille résisterait au choc, si les entreprises résisteraient à la vague. Nous n'avons pas ces réponses aujourd'hui, et il vaut mieux que ce ne soit pas le cas. Les histoires qui comptent profondément ne se terminent pas par des paragraphes bien ficelés. Elles exigent de la continuité, des efforts, des versions. Ce qui peut être affirmé sans crainte est ce qui était clair à la table des négociations. La valeur d'une vie n'est pas une mesure de richesse, c'est une mesure d'invitation. À la porte, le vent froid me rappela que la ville reste la même pour ceux qui n'ont nulle part où dormir. Le milliardaire appela le chauffeur, mais il fit d'abord quelques pas aux côtés de son invité. Il n'y avait pas de faste, il y avait de la compagnie. Et sur le trottoir, le monde ordinaire, le monde sans lampe de poche, sans lustre, sans porcelaine, reprit sa routine. La différence était que maintenant, 2 personnes de plus marchaient contre l'automatisme. Un homme très riche qui choisissait de ralentir et un homme très invisible qui choisissait de croire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez que tout grand récit doit laisser une porte entr'ouverte. Le nôtre est ainsi. Dans le couloir du manoir, une lumière reste allumée dans la salle à manger. Dans la poche du sans-abri, une photo réchauffe le tissu de son manteau emprunté. Sur le téléphone du milliardaire, 3 lettres accompagnent l'aube. AMORNHU. Devant le portail, le son d'une notification vibre dans l'obscurité. Un court message non identifié arrive avec une pièce jointe basse résolution. La photo d'un garçon, prise il y a des années, qui ressemble beaucoup à l'homme sur la photo. La légende dit simplement « Peut-être que je le connais ». Et c'est ici que nous nous arrêtons, non pas par manque d'histoire, mais parce que le voyage est trop long, car certaines quêtes requièrent une respiration et certaines rencontres rares exigent que la caméra les accompagne. Il y a des tables qui, une fois inaugurées, refusent le mot « fin ».